derrière, donc je suis le responsable des établissements. Bienvenue dans ce forum de l'optique qui est co-organisé avec Optics Valley. Je vais être très très bref parce que je suis très curieux des conférences qui vont, une intervention qui aura lieu après. Donc c'est, je crois, la troisième fois qu'on co-organise avec Optics Valley. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. C'est les élèves qui organisent, donc c'est parfait, comme d'habitude, et donc je voudrais les remercier. Je crois que je vais m'arrêter là et encore une fois attendre avec impatience les conférences et la table ronde qui est animée par un journaliste de France Info qu'on vous présentera tout à l'heure. Merci à vous d'être présents. Je sais que c'est difficile d'accéder au plateau de Saclay, il paraît que ça va s'améliorer dans les années futures. Pour le moment, nous sommes dans une phase de transition qui n'est pas très agréable. Je passe la parole à Optics Valley. C'est Jean-Louis, Eric Lambreau. Écoutez, je vais être très rapide aussi. Vous dire que Optics Valley est très heureuse de participer pour la troisième fois à cette co-organisation, ce co-partenariat. Ce forum répond à trois missions d'Optics Valley, qui sont d'animer l'écosystème des hautes technologies en Ile-de-France, de renforcer la filière optique photonique et d'ancrer tous les projets haute technologie territoriaux. Voilà. Maintenant, écoutez, je vous invite, et vous étudiants, à venir sur le stand de Job High Tech, où vous pourrez trouver éventuellement les pistes d'emploi à venir. Et pendant toute l'année 2015, comme vous avez commencé à le faire, à travailler sur le succès de 2015, année de la lumière en France. Bonne matinée. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, bienvenue au Forum de l'Optique. Je vous remercie tous d'être présents à l'Institut d'Optique qui nous ouvre gracieusement ses portes pour cette journée qui est importante pour nous, en particulier pour l'équipe du Forum de l'Optique. C'est le 28e Forum de l'Optique, ce qui veut dire que ça fait 28 ans que le Forum existe. Et en 28 ans, des choses changent. Mais bon, 28 ans, c'est plus vieux que moi. Donc, moi, j'ai pas vu les choses changer sur les 28 années, mais ne serait-ce que sur mes 3 années à l'Institut d'Optique à la School, j'ai déjà senti cette évolution que vivait en ce moment le monde de l'optique et de la photonique, et en particulier toutes finalement les perspectives d'évolution qui s'ouvrent à tous les ingénieurs qui sortent de cette école avec ce diplôme qui est vraiment pluridisciplinaire. Et donc c'est dans cette logique qu'on a voulu rester finalement d'innovation, de nouveautés, de changements pour organiser ce forum de l'optique. Et donc on a choisi comme thème la réalité augmentée, qui est très représentatif de la manière dont évoluent aujourd'hui les technologies. En tant qu'étudiant à l'Institut d'Optique, on est constamment plongé finalement dans ce domaine technologique et on trouve que ce domaine est vraiment représentatif et j'espère que vous allez apprécier cette conférence autant que nous allons l'apprécier. Je vous remercie beaucoup de votre présence et je remercie tout particulièrement l'équipe du forum et tous les étudiants qui ont participé pour l'organisation de cet événement. Voilà, c'est d'une grande joie pour nous et c'est très important de vous voir aussi nombreux à cette conférence. Je vais laisser Philippe Duport, journaliste chez France Info, qui va introduire un peu le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien et merci à toute l'équipe de l'organisation parce que vraiment j'ai trouvé que voilà, c'est pris en main par des étudiants cette matinée. J'ai trouvé qu'il y avait un bon stress, un stress positif. Ils ont tous très envie de bien faire et je crois que ça commence vraiment très bien, d'abord parce que vous êtes nombreux ici. Alors on va essayer, vous l'avez compris, de lever le brouillard, excusez-moi du jeu de mots, mais ce matin c'était difficile pour tout le monde je crois, sur ce sujet de la réalité augmentée. On va faire le point avec les intervenants qui vont tout à l'heure nous rejoindre sur ce qui existe, ce qui n'existe pas, les futurs défis, les défis pour les futurs ingénieurs. On en voit beaucoup des jeunes têtes
que vous êtes, hein, qu'est-ce que vous allez, les sauts que vous allez devoir franchir ou les caps que vous allez devoir dépasser. Je pense que c'est vraiment des challenges très très intéressants pour vous. Quels sont les verrous, qu'est-ce qui est impossible de faire encore aujourd'hui. Bon, la réalité augmentée, moi je dois dire qu'avant de préparer cette conférence, c'était un mot un petit peu difficile, c'est pas mon domaine, hein, ni les sciences, encore moins l'optique, mais grâce, vous allez voir, on a vraiment un panel aujourd'hui, ce matin on a beaucoup de chance, et encore une fois merci aux organisateurs, on a vraiment un panel d'intervenants formidables, parce qu'ils ont réussi à me faire tout comprendre, enfin, leur donner l'impression d'avoir tout compris, c'est différent. Voilà, en préparant cette conférence, ils sont vraiment très clairs, ils ont les deux pieds, vraiment eux, déjà dans demain, la réalité augmentée, voilà, ils travaillent tous les jours dessus et c'est vraiment passionnant. On va évidemment parler des Google Glass et puis des lunettes intelligentes de manière générale. On sait que des questions se posent autour de tout ça en ce moment. Hein. Et voilà, on va essayer de répondre à vos questions aussi. Parce qu'on va à chaque fois garder beaucoup de temps pour vraiment les questions que vous nous posez, pouvoir interpeller aussi les gens qui viennent. Mais encore une fois, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans la logorée, on est vraiment dans le concret. L'idée, donc, c'est de faire vraiment de ce rendez-vous un lieu d'échange très concret, encore une fois, avec des gens qui viennent éclairer ces nouveaux terrains de jeu qui s'ouvrent à nous. Et je pense que voilà, chaque année, ce sera un petit peu le défi de ces rendez-vous. On va d'abord avoir une conférence de la part de Benoît Leblanc, qui est directeur adjoint de l'École nationale supérieure de cognitique, puis avoir après la table ronde sur le thème que je viens de vous présenter. Monsieur Benoît Leblanc, est-ce que vous voulez bien, pardonnez-moi, me rejoindre sur scène? Vous venez de Bordeaux, monsieur Leblanc, et c'est symbolique parce que si vous êtes là pour nous parler de la réalité augmentée, la façon aussi dont l'homme pourra ou ne pourra pas, ça vous l'avez dit, l'intégrer, mais c'est aussi pour symboliser un rapprochement. Hein. Parlez-moi de ce que ça veut dire pour vous d'être là ce matin. Mais ce qui est intéressant, c'est le rapprochement qu'on essaye d'établir à Bordeaux entre l'installation de l'Institut d'optique, qui a une antenne de formation à Bordeaux, et notre école d'ingénieurs qui est vraiment à côté, sur une station de tram. L'intérêt, c'est de pouvoir, justement, pour la formation des jeunes et pour l'avenir, pour la recherche, trouver le lien qu'il y a entre l'optique et le cerveau. Trouver le lien, qu'est-ce qu'on comprend, comment on fait les images dans notre tête, qu'est-ce que ça veut dire faire une image dans sa tête. Voilà. C'est un rapprochement très intéressant. À la fois symbolique, géographique et sur le fond. En 30 secondes, allez, vous allez nous faire une conférence de 30-40 minutes, trentaine de minutes, hein, pour laisser un petit peu de la place justement aux questions. Le pitch de votre intervention, allez, en 30 secondes. 30 secondes, je dirais deux idées essentielles. C'est que la première, c'est qu'en fait, la technique évolue très très vite. Il y a un progrès technique qui se met en place. Donc, je vais vous présenter quelques éléments pour essayer de le mesurer, de voir la vague sur laquelle on est porté. Et puis la deuxième, c'est le fond, c'est on est tous humains. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans une tête d'humain? Qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir, de penser? Et donc, du coup, comment faire le lien entre la technique et la pensée? Ah ben, il n'y a plus qu'à. À vous. Merci. Merci. J'avais prévu quelques illustrations, quelques diaporamas, si c'était possible. Allez-y, vous avez juste à passer. Juste à passer. Il est derrière. Voilà. Bon, alors, donc, je souhaitais intituler cette présentation « Je vois donc je pense », parce que, bon, je pense donc je suis, ça a déjà été pris. Mais l'idée, elle est là, c'est-à-dire que vous êtes intéressé par l'optique et par la vision, par ce qu'on voit, etc. Et moi, je vais vous amener ce qui se passe juste derrière, derrière ou ailleurs, parce que finalement, la pensée, c'est tout le corps qui vit ça en même temps. Bon, je vais rentrer vite dans le sujet. Il y a toute une série de blasons et d'éléments en bas qui sont les éléments auxquels j'appartiens et qui ont été tous nécessaires pour produire les informations que vous allez voir. Alors, extrêmement rapidement, parce que d'abord, ce n'est pas mon champ de recherche, mais il faut que vous compreniez qu'on a effectivement, à travers les nerfs optiques et à travers ce qui se passe derrière les yeux, toute une série de traitements qui se passent dans la tête, toute une série de traitements et qui sont avec une complexité importante, puisque les traitements qui sont issus de l'œil gauche ne sont pas les mêmes que ceux qui sont issus de l'œil droit, mais des parties de l'œil gauche vont dans les deux parties du cerveau, de l'œil droit aussi, etc. Bref, l'œil est un organe très particulier qui a des croisements au niveau des neurones qui lui sont associés extrêmement importants. On a à peu près dans la tête 3 milliards environ de cellules qui sont destinées à la perception, donc destinées aux organes sensoriels.
Sur ces 3 milliards, il y en a 1 milliard pour l'œil gauche, 1 milliard pour l'œil droit et 1 milliard pour le reste. Donc la part de l'œil est importante, évidemment. Donc, on pourrait dire l'optique est primordiale dans la pensée. Ben, je vais essayer de montrer que pas forcément, parce que justement, sur ces 2 milliards qui arrivent des yeux, eh bien, le cerveau, avant de l'envoyer dans les muscles et tout ça, fait toute une série de traitements. Et finalement, les traitements qu'il fait sont aussi importants par rapport au toucher que par rapport à la vue. Alors, pour reprendre un peu les idées essentielles des propos que je vais avoir, c'est l'environnement numérique dans lequel on vit. Bon, je vais enfoncer quelques banalités, mais je voudrais porter l'index sur des points que vous savez peut-être, des chiffres que vous savez peut-être, mais vous donner une espèce d'épaisseur sur ces chiffres-là. Cet afflux massif de données qu'on a, il est généralisé, donc bien sûr, on est là aujourd'hui pour parler du lien entre l'optique et le numérique, hein, c'est quand même l'essentiel de la journée et puis ce qui nous anime. Et donc ça veut dire qu'il y a une collaboration entre l'humain et la technologie qui va être nécessaire et il va falloir la comprendre pour mettre la technique au service de l'humain. Et finalement, tout ça, c'est donc, pour moi, dans les éléments que je vais vous présenter, le rapport entre perception et cognition. Alors, le numérique est partout, je prends 4 exemples, hein, simplement, pour vous montrer. Dès qu'on fait une activité, il y a du numérique. Là, je suis en train de vous parler, évidemment, tout le son est numérisé, l'écran aussi, on baigne dans le numérique, c'est capté. Voilà. Donc on est tous entièrement nimbés de numérique. Dans les activités professionnelles, vous avez en haut à gauche le robot qui s'appelle DaVinci, que vous connaissez peut-être, qui travaille, c'est un robot qui sert aux chirurgiens à avoir des opérations, par exemple pour la prostate, tout ce qui est urologie. Et en fait, le chirurgien, c'est le monsieur qui est isolé à gauche, en vert, et qui est complètement en dehors du champ opératoire. Et toute la partie, à la fois perception, compréhension du champ opératoire, mais également action de la part du chirurgien, tout ça est numérisé et envoyé dans un système robotisé. Les 2 personnes qui sont en haut à droite sont tranquillement dans leur siège, en train de piloter des drones, qui sont des drones militaires, qui sont opérationnels. Et donc, finalement, ils sont en train, tous les deux, de discuter d'une opération qui se passe très très loin d'eux et qui a une incidence parfois malheureuse sur certains humains. En bas, les activités de divertissement, vous connaissez les bracelets de connexion. Un autre élément de divertissement qui n'est pas encore paru, parce que j'ai regardé un peu, c'est annoncé, mais ce n'est pas encore fait, c'est Durex. Durex qui va fabriquer des sous-vêtements avec des micro-capteurs et des micro-vibrateurs. Et ces vibrateurs sont télécommandables à distance par une application sur smartphone. Donc vous pourrez faire vibrer, alors évidemment, imaginez toutes les dérives que ça peut amener, tous les éléments d'amphithéâtre, etc., etc. Mais en tout cas, ça va réussir. Votre amusement est sincère, d'accord? Je vous rappelle juste que dans la phase du Minitel, 30% du flux sur le Minitel était le Minitel rose, et actuellement 30% d'Internet est consacré au sexe. Alors, évidemment, les lunettes sont de plus en plus présentes. Hein. On a soit l'affichage d'une prouesse technique, je me suis permis de prendre une photo sur une vidéo sur Internet, mais également le numéro de cette semaine, la semaine dernière de Figaro, Madame Figaro, vous voyez que c'est un élément vestimentaire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, les éléments techniques et numériques apparaissent comme étant des éléments de prouesse technique, des éléments de capacité, et puis des éléments pour se montrer. Donc il y a tout un numéro spécifique là, sur le luxe connecté. Bon, je l'ai juste pris parce que c'était une Google Glass qui était présente. Alors, qu'est-ce que permet le numérique? Revenons aux fondamentaux de ce qu'un informaticien peut vous dire de ce que c'est que le numérique. Numériser, ça veut dire effectivement porter des nombres sur les choses, et donc faire du calcul dessus. Et on en parle, mais on ne parle pas assez de la correction que le calcul permet de faire. Si le numérique fonctionne extrêmement bien dans notre environnement, c'est parce qu'à toute étape de sa transition, il y a des codes correcteurs et des éléments qui permettent, entre guillemets, de certifier que l'octet qui a été transmis est bien celui qui arrive à la fin. Qu'il n'y a pas eu de perte d'information, que des zéros ne sont pas transformés en 1 et qu'il n'y a pas eu une mauvaise interprétation de la chose. Donc une des forces du numérique, c'est qu'on peut porter sur des nombres de calculs, il y en a des stratégies, des algorithmes qui permettent de corriger les éventuelles perturbations analogiques qui pourraient arriver sur la transmission. Et donc, on va, avec ces éléments numériques, dupliquer et transmettre. C'est ça qui fait cette force-là. Et évidemment, on aurait tendance à dire qu'il y a une indépendance complète entre le contenu et le contenant, enfin, entre le support et le contenu, mais il faut toujours un contenu. Il faut toujours un élément qui soit capable de recueillir et donc de supporter ce numérique. Alors, j'ai juste placé un élément de réflexion. Là, Jean-Michel Bény a sorti un livre l'an dernier sur l'homme simplifié, qui est assez intéressant, parce qu'il montre que le numérique nous oblige à quitter le monde analogique, bien sûr, mais on se retrouve diminué au lieu d'être augmenté. C'est-à-dire que les humains se retrouvent dans des situations où parfois
au lieu d'être augmentés par une capacité supplémentaire du numérique, ils sont finalement asservis sur ce numérique et ils sont avec une obligation de répondre aux attentes des ordinateurs. Jean-Michel Bénis, ce livre est une espèce de coup de gueule, c'est qu'il en avait marre au répondeur téléphonique, c'est on vous dit voilà, votre choix, tapez 1 si vous voulez ceci, 2 si vous voulez cela, mais si vous voulez autre chose, vous vous débrouillez, vous vous raccrochez. Quoi. Donc c'est quelque chose qui l'a profondément ému, et voilà pourquoi il a fait son livre. Alors, toujours dans les éléments que vous avez vécu aussi, alors même les plus jeunes, ça fait une vingtaine d'années simplement que je pars en arrière. En 1995, donc, Windows 95 est passé comme étant le système d'exploitation qui permettait de normaliser un peu les PC et les ordinateurs personnels. Certes, mais ce qui est important, c'est que c'est la première étape de la démocratisation complète d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Windows 95 a permis aux gens, aux individus, depuis leur poste de travail, d'accéder de façon commune à Internet, qui était un réseau qui existait déjà depuis quelques dizaines d'années, mais qui a vraiment été démocratisé à ce moment-là. C'est il y a juste 20 ans. Et regardez les étapes qui ont... Alors j'en ai pris 3 pour essayer de marquer, mais enfin on pourra prendre beaucoup plus. Mais en 10 ans, entre l'accès de Windows 95 à Internet et l'UMTS, donc la 3G, c'est-à-dire la capacité à avoir de l'Internet mobile, il n'y a que 10 ans entre les deux. Et entre la 3G et maintenant, il y a 10 ans aussi qui sont passés. Et quel est l'élément qui aujourd'hui est sans doute le symbole de la numérisation en outrance? Je ne sais pas. Il est en train d'apparaître, il est avec nous, on ne sait pas lequel c'est comme appareil qui restera dans l'histoire. J'ai pris les ampoules connectées, j'ai marqué 2015 pour essayer de prendre quelques pincettes. Les ampoules connectées, ça veut dire que vous allez avoir, regardez le nombre d'ampoules qu'il y a autour de nous. On vit dans un monde où il y a énormément de lumière. Okay, si ces ampoules deviennent numériques, ils sont capables d'interagir et d'échanger des informations entre elles, ça veut dire qu'on aura vraiment des environnements numérisés, autant qu'éclairés finalement. Donc je ne sais pas quel sera l'objet qui symbolisera l'année 2015, mais en tout cas, je mise sur celui-là. Voilà. Donc, l'afflux massif de données, bon, il y a des chiffres partout, j'en tire seulement 2 ou 3. Il y a 12 téraoctets de tweets par jour. Alors, un tweet, en plus, c'est un truc court, hein, qui fait même pas une centaine d'octets, enfin, ça dépend de la taille qu'on va avoir, mais c'est tout petit. Et il y en a 12 téras qui sont faits par jour. Il y a des analyses qui sont faites sur justement quel est l'état d'une population, quel est l'état de pensée des gens à travers les tweets qui sortent. Quoi. WhatsApp aussi qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps. Il y a 500 millions d'utilisateurs. Et regardez les chiffres que ça correspond finalement. WhatsApp en 6 mois réussit à avoir autant de volume d'informations échangées que finalement BlackBerry depuis des années où c'est comparable à FaceTime, c'est comparable à d'autres. Vous voyez. Donc finalement, ces chiffres-là sont finalement assez affolants. Et le deuxième que je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a 6 milliards de téléphones mobiles dans le monde. Voilà. On est 7 milliards d'humains, vous savez, mais 6 milliards de téléphones mobiles, c'est quand même pas mal, quoi. 2 milliards de plus en 2013, et la pente continue, donc on a les téléphones mobiles partout. Alors, on se réfère à une société, une entreprise qui a un certain poids en termes d'annonce au niveau numérique, IBM, qui est l'entreprise emblématique du XXe siècle sur l'informatique, on verra pour le XXIe. Mais en tout cas, quelle est leur définition de Big Data? Ils mettent dessus que chaque jour, il y a 2,5 trillions. Les trillions, c'est les milliards de milliards d'octets qui sont fabriqués par jour. Vous voyez ce qui est marqué en bas. Et donc, 90% des données dans le monde ont moins de 2 ans. C'est ce qu'ils mettent derrière. D'accord? 90% du numérique actuel a moins de 2 ans. Donc, vous dire que depuis 20 ans on fait des choses, etc., c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans ou ce qui va se passer dans les 3-4 ans qui viennent. Alors, comment s'y repérer pour tout ça? Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que les données numériques sont un élément de l'environnement, mais moi, je travaille avec des connaissances. Je suis humain. Et donc, ces connaissances-là sont basées, certes, pour partie sur les signes dans lesquels j'évolue, les signes que je vois, ces éléments. Donc, les données sont des éléments, comme tout ce qui est information, c'est des éléments externes, donc des éléments significatifs pour moi. Mais ce qui est important, c'est le sens et les éléments sémantiques que je vais apporter dessus. Et ces éléments sémantiques sont extrêmement liés au contexte. Et donc finalement, un système de connaissances, c'est un triplé entre l'information que je perçois, le contexte dans lequel je le perçois, et finalement le sens que j'y attribue. Et ce triplé-là est absolument indissociable. Travailler seulement sur l'information, seulement sur la donnée, c'est faire abstraction du côté humain que l'on a. Et je rappelle que le côté humain, c'est simplement mettre du sens sur les choses
mais être capable aussi d'avoir des sens différents. C'est-à-dire, le matin, je reçois une information, je lui attribue un sens. Si c'est le soir, ça sera différent. Vous voyez ? Sachez maintenant que la 86 est bouchée. Eh bien, vous en fichez complètement. D'accord ? Par contre, il y a eu là, c'est peut-être pas le cas. Appliquons ça à un système qu'on connaît bien, qui est le système de la montre, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donc des éléments significatifs, des éléments visuels, si vous voulez, des éléments de contexte, d'accord, qui expliquent pourquoi, pour venir ici, j'ai regardé pendant le quart d'heure avant d'arriver, j'ai regardé 15 fois ma montre. Pourtant, il s'est passé que 15 minutes. Donc il y a un problème. J'avais une perception de l'information qui était très très différente de celle de maintenant. Et donc tout ça pour attribuer des éléments de sémantique. Alors, pour être plus précis, je vous montre un exemple sur lequel nous travaillons en cognitif, c'est sur les environnements de simulation. Alors un environnement de simulation, pour le comprendre, pour savoir quel est le comportement et la réponse de quelqu'un à un environnement de simulation, on peut lui poser des questions. On peut lui dire, voilà, tu penses à quoi en ce moment, etc. Mais ça perturbe la simulation. Donc il faut être capable d'avoir des capteurs qui vont environner un peu la simulation et être capable pour nous d'avoir des éléments sémantiques qui en ressortent. Donc on a des signes, il va y avoir les signes qui sont dans la simulation. Alors bon, c'est une photomontage, le simulateur c'est un simulateur de vol, les signes et les éléments de contexte que j'ai mis c'est des simulateurs automobiles, mais enfin c'est pour que vous compreniez. Donc les éléments de signes qu'on va avoir, c'est effectivement ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe en gros devant la personne. Et puis on peut avoir des capteurs physiologiques, des capteurs voire électrodermales. Donc on va avoir des choses qui vont nous donner des activités visibles, entre guillemets, soit parce qu'elles sont externes, soit parce qu'elles sont à la surface de la personne. On a également un contexte qui est un scénario de simulation. Donc on lui fait faire quelque chose. Et puis on a un contexte parce qu'on peut poser des questions aux gens, soit sur leur ressenti, soit sur les gens en général, comment ils se comportent face au simulateur. Et tout le travail va être de tirer du sens de tout ça, c'est-à-dire tout le travail va être de tirer des éléments significatifs, d'accord, à partir de ce qu'on peut avoir sur ce qui apparaît et contextualisé. Alors, cette collaboration entre l'humain et la machine, elle est aussi ancienne. À nouveau, je prends des échelles temporelles pour vous montrer qu'il n'y a pas de choses vraiment nouvelles, c'est juste une évolution qui se passe. Enfin, si, il y a des choses nouvelles, je veux dire, ce n'est pas une révolution. Cette collaboration humaine-technique, on l'a appelée IHM dans les années 70 pour interface homme-machine. Donc pour signifier qu'à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment quelque chose qui était interfaciel. Il y avait quelque chose qui était l'écran, essentiellement, qui était une protection entre l'humain et la machine, et qui était quelque chose de membranaire, qui était à l'interface entre l'humain et la machine. Et donc les idées dans les années 70, sur les IHM, c'était de faire en sorte que l'humain, eh bien, on va le former, et puis la machine, on va essayer de faire apparaître les choses pour que la bonne information soit là au bon moment, évidemment avec les moyens techniques qu'on pouvait avoir à l'époque. Dans les années 90, plutôt qu'interface, on a parlé d'interaction en machine. Donc on a étendu les capacités de l'humain à pouvoir interagir avec la machine. Ça n'a plus été que des écrans, mais on avait aussi des capacités donc, tactiles qui pouvaient y avoir, sonores, on pouvait multiplier les écrans, on pouvait multiplier donc, la vision, on pouvait avoir des choses contextualisées aussi. Donc en fait, les moyens étaient des moyens d'interaction où l'humain pouvait effectivement, avec, on finit par avoir les clusters, enfin tous ces systèmes-là, qui sont issus de ces travaux d'interaction. Et puis on a depuis quelques années un nouveau terme qui apparaît, qui est le UX, pour expérience utilisateur, et qui signifie qu'on a une immersion complète de l'utilisateur dans le système technique. Alors, pourquoi ou comment? En voilà quelques exemples. Alors, on retrouve le problème de simulation. Le BCI là, que vous avez au milieu, là, le BCI, c'est le Brain Computer Interface. Ça, c'est une expérience qu'on fait usuellement à nos élèves ingénieurs. C'est piloter en fait une voiture avec la tête. Donc il n'y a rien de révolutionnaire, hein. Ça fait plus de 10 ans que ça existe et que c'est au point ce truc-là. On a des capteurs électrodermaux et la personne pense à bouger la main gauche pour tourner à gauche, bouger la main droite pour tourner à droite, mais elle ne bouge pas, ni la main gauche ni la main droite. Elle pense, mais je vais un peu. Voilà. Et le fait de penser à ça fait qu'on va capter sur le cerveau des éléments qui sont des éléments d'ordre d'impulsion, plutôt vers la gauche ou plutôt vers la droite, et on va pouvoir faire bouger la machine à gauche ou à droite. Voilà. C'est assez simple. Bon, tous les systèmes robotiques, je vais passer dessus. Les systèmes de combinaison aussi sont intéressants. On est capable d'environner l'humain avec des choses de préhension. Alors, une combinaison en plus, hein, les exosquelettes faits par la DGA, ou bien en moins, ce sont des combinaisons de personnes âgées qu'on a aussi,
on fait revêtir nos élèves ingénieurs de combinaisons de personnes âgées pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'est que d'avoir 80 ans. Donc ils ont des points un peu partout, des gènes aux articulations, on leur met des lunettes où ils ne voient plus rien, un casque ils n'entendent plus rien, et on dit voilà maintenant, ramasse l'objet, traverse la route, tiens, va acheter un ticket de tram. Et donc ils comprennent très vite la difficulté qu'ont au quotidien certaines personnes qui sont, on va dire, moins disposées à agir que de façon efficace. Voilà. L'immersion se fait au quotidien aussi. Enfin, on vit sans arrêt des expériences immersives. L'immersion peut se faire par le corps. Je pense que vous avez tous été faire quelques tournées dans les fêtes foraines, etc. Vous voyez bien que vous avez des sensations un peu particulières. Mais l'immersion se fait de plus en plus par l'imagination. Ces deux machines à café, d'accord, vous sollicitent énormément, quand vous allez les voir, sur la vision et l'image que vous vous faites du café que vous allez avoir. Vous remarquez quand même que sur la machine à gauche, qui est assez ancienne, les images qui sont faites dessus sont des tasses en porcelaine avec un café fumant, etc. Ce que vous avez, c'est un vague gobelet plastique avec un truc chaud à l'intérieur. Donc on voit bien que s'il n'y avait pas d'imagination pour faire accepter aux gens ces choses-là, eh bien, ça ne pourrait pas marcher. Et le succès de la machine qui est à droite tient justement au côté sensuel, au côté aux couleurs, au toucher, aux matériaux qui ont été faits. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'immersion qui est faite parce que la personne se projette dans ces éléments. Donc tout ça fait que dans les expériences qu'on va avoir, on va essayer, pour avoir le lien entre l'immersion et l'expérience utilisateur, pour que ce soit réussi, cette expérience utilisateur, il va y avoir effectivement une interaction qu'on espère continue et permanente, d'accord, entre l'humain et la machine, augmenter le nombre de canaux sensoriels, mais surtout utiliser les deux choses qu'on sait sur l'humain depuis longtemps. Il suffit de lire, lisez Balzac, Flaubert et compagnie, et vous allez voir quoi? Vous allez voir qu'en fait, les gens, depuis tout temps, ont envie de duper leur sens. Qu'est-ce que vous aimez bien dans la fête foraine? C'est que, en fait, vous mettez dans une situation que vous savez extrêmement dangereuse, mais rassurante. Voilà. Et donc, vous vivez des éléments dangereux en fauteuil. Donc, vous dupez vos sens, vous faites croire à vos sens que c'est dangereux, mais vous savez raisonnablement que vous allez en sortir vivant. Et qu'est-ce qu'on sait sur le cerveau? Ça, c'est Freud qui nous disait ça. Il parlait d'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire qu'en fait, on a sans arrêt des éléments qui vont nous... On cherche à se rassurer dans notre environnement, que tout va bien, etc. Faire en sorte que, par exemple, tous les bruits extérieurs sont compris, donc on va pouvoir se concentrer sur quelque chose, des éléments essentiels. Quand vous traversez une rue, pour la première fois, vous êtes sidéré par les voitures qui courent partout dans tous les sens. Mais après, vous finissez par habituer ces choses-là. Et donc, vous finissez par dompter cette étrangeté, jusqu'au jour où elle redevient inquiétante. Il suffit d'avoir il y a plein de travaux de tramway là sur Paris en ce moment, ils mettent des tramways dans un endroit où ça n'existait pas. Et les gens qui sont habitués à la circulation se retrouvent d'un seul coup avec un monstre à côté, et donc du coup ils sont dans cette inquiétante étrangeté, qui est qu'il y a une familiarité qui existe, mais qui ressurgit de façon inquiétante de temps en temps. Alors donc, eh bien, je vais vous parler essentiellement de cognition, de ce que finalement on fait au quotidien avec les éléments reçus par nos organes sensoriels. Alors la cognition, ça date depuis 40, 50 ans, les études, la cognition existe depuis des milliers et des centaines de milliers d'années. Les gens réfléchissent et pensent depuis très très longtemps. Mais l'aspect scientifique et l'aspect peut-être un peu plus développé au niveau académique sur la cognition date de la fin de la cybernétique et donc de ces éléments qui sont arrivés comme étant des éléments de construction scientifique autour de la pensée et autour de l'esprit. Alors, les fonctions cognitives, vous les connaissez, le langage de perception, la vision, etc. Ce qui m'intéresse, c'est les apports PPLS qui ont été faits dans ces années, il y a 40-50 ans, qui étaient les aspects philosophiques, psychologiques, sociologiques et linguistiques autour de la pensée. Et donc des chercheurs de disciplines différentes se sont mis ensemble pour essayer d'échanger entre eux qu'est-ce qu'ils savaient de la cognition à travers leur prisme scientifique. Et très rapidement sont arrivées deux sciences nouvelles dans les années 80 et puis 2000, on va dire, donc il y a 20 à 40 ans. Ça a été l'informatique, qui a eu une capacité de modélisation très forte et qui l'a de plus en plus. Et puis c'est la neuroscience, les neurosciences, qui sont arrivées avec des techniques d'imagerie qui permettent de voir ce qui se passe dans la voie crânienne. Et donc les chercheurs en cognition autour des PPLS se sont retrouvés avec deux choses qui étaient absolument inattendues au niveau scientifique. La capacité de modéliser, d'anticiper ou de prévoir un système cognitif, et la capacité de faire des investigations dans le système cognitif d'un humain de façon non dégradante, de façon réversible.
Et donc ça, eh bien, ça a donné 2 éléments supplémentaires pour comprendre la cognition. Alors, ce qui est important de voir, c'est que la cognition nécessite plusieurs niveaux d'études. On ne peut pas se contenter d'être seulement un modélisateur en cognition. On ne peut pas se contenter seulement d'être un investigateur au niveau neurosciences. Il faut forcément, pour pouvoir cerner la cognition, être avec plusieurs collègues, si vous voulez, et travailler sur des niveaux de lecture parfois différents des données. C'est-à-dire travailler avec un psychologue qui vous dit tiens voilà, moi j'ai fait une expérience, j'ai eu ceci, cela, ok, mais moi informaticien, je lui dis ah, mais tiens, t'as pensé à faire ça, ou pourrait-on faire ça dessus? Et puis cette discussion au fur et à mesure va faire ce qu'on appelle de la transdisciplinarité, c'est-à-dire la capacité à créer des choses et des outils au-delà de nos propres barrières scientifiques, et être capable d'analyser en même temps, si vous voulez, des choses élémentaires, des choses regroupées ou des choses carrément en réseau. Alors je vous signale là, donc, la Fondation Cognition à laquelle je participe, c'est un groupement scientifique français, on est une dizaine d'actifs si vous voulez, mais on va dire il y a 15 laboratoires, 50 laboratoires, ça dépend des cercles qu'on fait, et on a plusieurs centaines de scientifiques autour de ces éléments-là, capables donc d'interagir entre eux, et capables de faire des liens aussi avec les milieux d'entreprise. Car l'intérêt il est là, il est de faire des éléments de recherche qui soient des éléments de recherche applicables, ou bien de répondre à des questions, ou d'anticiper des questions d'ordre purement industriel, je dirais. Voilà. Bon, les liens avec la pensée complexe, je vais peut-être passer un peu rapidement dessus, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, la cognition, avec les 2 visions de la cognition, que vous compreniez qu'en fait, il n'y a pas de vérité, on ne peut pas dire que la cognition, c'est comme ça. Puisque selon le niveau de lecture qu'on a, on va avoir des choses différentes, et surtout, selon l'approche quasi philosophique, religieuse, de croyance en tout cas, on va poser derrière des éléments très différents. Alors, il y a une première vision de la cognition qui a été amenée essentiellement par les informaticiens, qui est une vision symbolique, qui est une vision avec, si vous voulez, si vous prêtez une once d'intelligence aux propos que j'ai, d'accord? Accordez-moi ça au moins 2 minutes, ça peut. Eh bien, cette once d'intelligence, vous allez pouvoir vous-même la capter parce que je parle. Je bouge aussi un peu, je montre des trucs, enfin, je parle. Et donc, mon langage, qui est une série de mots que vous êtes capable de segmenter les uns après les autres, dans votre tête, arrive de façon séquentielle, répond à des mots que vous avez appris vous-même, de langue, et qui permettent dans votre tête d'amener des éléments de réflexion et de pensée. Et donc, vous croyez que je suis intelligent, parce que, à travers mon langage, je vous transmets des choses que vous trouvez peut-être intelligentes. Donc le langage est l'élément segmentaire de l'intelligence. Mais les neuroscientifiques nous ont appris que la vision connexionniste de l'intelligence est tout aussi réelle. C'est-à-dire, si jamais on ouvrait un petit peu, ou on regardait ce qui se passe dans la tête, on voit qu'il y a une activité électrique qui n'est pas totalement plate, et avec des saccades, des éléments qui vont, des regroupements qui vont se faire. Et cette activité électrique, eh bien, elle est là en réseau, et donc elle est là pour produire de l'intelligence à partir d'éléments qu'on appelle subsymboliques. C'est en dessous du symbole qui vont, par leur activité, faire émerger des éléments symboliques. Et il n'y a pas de vérité. On ne peut pas dire que l'intelligence, c'est symbolique, ou l'intelligence, c'est subsymbolique. C'est les deux à la fois. Mais les scientifiques ont tendance à se focaliser sur l'un ou sur l'autre, soit donc le symbolique plutôt pour les activités d'ordre de réflexion, de décision, de diagnostic, soit pour le cognitionnisme sur des activités plutôt réflexes et plutôt immédiates. Alors je donne un petit exemple des éléments, des mots-clés associés d'un côté au réflexe, de l'autre côté aux réflexions, aux éléments plus symboliques. Mais le système est plus compliqué que ça, puisqu'on peut faire des activités réflexes avec des systèmes complètement symboliques, et on peut faire des activités de reconnaissance ou de classification avec des systèmes un peu plus diagnostiques. Bon. Donc les choses se mélangent un peu. Et puis, il y a depuis une bonne dizaine d'années, enfin même un peu plus, parce qu'il y en a qui ont lancé des données il y a même presque 30 ans, des pistes nouvelles qui apparaissent pour aborder la cognition. Donc des pistes nouvelles qui ne sont plus de l'étude de la modélisation ou du neurone, mais qui sont des études plus englobantes. Par exemple, l'inaction, un système donc, qui a été mis en place déjà par Varela dans les années 80, donc c'est pas tout jeune. Hein. Un des grands trucs qu'il disait j'espère qu'on n'enterrera pas mes idées avec moi, entre guillemets, et que 30 ans après, on aura évolué. Bon. Varela est mort en fin des années 80, je ne pense pas que vous aviez beaucoup entendu parler de lui, et malheureusement, ses idées n'ont pas beaucoup fait percer dans la cognition. Et pourtant,
Ce qu'il dit, c'est que l'intelligence ne peut être que incarnée. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir d'intelligence si je n'ai pas de corps. Il y a une interaction perpétuelle entre mon système cognitif et mon système somatique complet. Et donc du coup, je ne peux pas isoler l'intelligence sur le cerveau, mais l'intelligence, elle est autant dans mon corps que partout, puisque tout participe à ma construction de mon corps et de mon idée. On a des éléments physiologiques qui font qu'on ne pense pas pareil quand on a envie d'aller uriner que quand on est dans sa vaporisation. Mais quand on est en place ici, on ne pense pas de la même façon. On a forcément des attentes physiologiques qui vont nous perturber notre cognition. Et donc pour Varela, c'est le corps est une totalité. D'autres chercheurs, bon, ça remonte même à Descartes, les idées de sensibilité, enfin, Damasio, enfin, il y a plein d'autres qui sont arrivés sur des types de recherches qui sont pousser les neurosciences ou pousser la physiologie, les éléments qu'on peut avoir au niveau scientifique sur le corps, en prenant en compte des choses qui sont parfois insaisissables, comme les affects. Et donc du coup, l'intelligence, c'est une intelligence qui serait émotionnelle, au sens où elle répond finalement à des systèmes soit hormonaux, soit des systèmes de collaboration, de compétition entre les gens. Et puis, il y a une branche qu'on développe donc, à l'ELSC, c'est l'approche politique et l'approche environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'humain est baigné dans un système complètement anthropotechnique. Et donc finalement, l'intelligence, si elle est là avec le support des éléments techniques qu'on a. Je ne connais plus aucun numéro de téléphone de mes amis et même de ma famille. Tout est branché dans mon téléphone maintenant, alors que je vous assure que je peux vous donner tous les numéros de téléphone, tous les numéros d'immatriculation des voitures que j'ai eu depuis tout petit. Ça fait un fin des chiffres, mais je ne peux plus numéroser un numéro de téléphone. Et pourquoi? C'est parce que je ne le tape plus. Donc comme je ne le vois plus, je ne le fais plus, et du coup il disparaît dans ma tête. Voilà. Et ces trois éléments-là, c'est important, sont applicables à la fois au symbolisme et au connexionnisme. Donc dans la cognition, il y a deux grands courants de pensée qui datent depuis très très longtemps, qui sont les éléments basés sur les symboles et les éléments basés sur les connexions. Et ces éléments-là, on peut les faire évoluer à travers de nouvelles pistes du corps, de l'émotion ou de l'environnement. Alors voilà, alors dans tout ça, quel est le statut de l'image mentale? Parce que évidemment, on vous dit, quand je vois un truc, je le vois, donc je l'ai dans ma tête. Voilà. Moi le problème, c'est que les connexions cérébrales qu'il y a dans ma tête, il n'y a personne pour aller les regarder. Il n'y a pas un petit démon à l'intérieur de la tête qui regarde la chose. Alors qu'une image, quand on a une image, que je vous montre une image, vous la voyez. Elle a une existence par elle-même. Donc quel est le statut de l'image mentale? Si on est symboliste, on va dire il y a une image mentale. Il y a quelque chose à laquelle je peux me référer. Tant et si bien que je peux vous la décrire. Si je pense à quelque chose, j'ai fait un rêve, je suis allé dans une situation où j'ai fait un voyage, quelque chose comme ça. Si jamais je vous parle de ces choses-là, j'ai une image mentale qui se fait dans mon cerveau, tant et si bien que je peux vous la décrire. Oui, mais elle est floue si vous regardez les contours, ce n'est pas des vraies images. Donc finalement, c'est quelque chose qui est recomposé à travers des systèmes électriques et qui, au niveau donc, des connexions subsymboliques, qui refabriquent des éléments. Et donc, parle-t-on de l'image mentale, c'est difficile. D'autant plus que là, ce dessin est assez intéressant parce qu'il illustre le fait que face à une image qui est donc l'idéogramme, enfin, le symbole chinois qui décrit le cheval, on reconnaît le cheval, il y a la courbure, il y a la crinière, enfin, etc., c'est le symbole du cheval. Eh bien, face à ça, quelqu'un qui connaît le chinois va effectivement être capable d'associer des éléments d'ordre sémantique, d'associer une image, voire une odeur du cheval, voire un poids, enfin, sentir la chaleur, enfin, tous ces éléments qui apparaissent en même temps quand on parle du cheval. Donc c'est plus compliqué qu'une image. Alors qu'un ordinateur, pour l'instant, on reste à une reproduction parfaite du symbole. Alors, revenons un peu à la technique. Bon, ça m'a amusé en préparant ça, je suis retombé sur, je me suis dit, tiens, le téléphone, depuis quand ça existe, etc. Le téléphone portable a fêté ses 40 ans l'an dernier, je ne sais pas si vous saviez. Bon, il n'y a vraiment que 20 à 25 ans de commercialisation commerciale, mais ça fait 40 ans que l'idée existe. Bon, c'est sûr que quand on voit ces appareils-là, ils ont été révolutionnaires. D'accord ? Alors après, on va parler d'objets révolutionnaires au niveau technique, etc. Et ce que je dis, c'est que à chaque époque, on a des objets révolutionnaires. En fait, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Les objets s'empilent les uns sur les autres, et c'est très très difficile que d'imaginer l'appropriation que les gens feront de cet objet-là. Alors, les objets qu'on a actuellement, c'est ça, on en a 4 à disposition. Je résume un peu. Dans la partie phonique, il y a toujours des enfants qui jouent avec les boîtes de conserve, ça continue toujours. Et puis il y a des adultes, enfin de plus en plus d'enfants maintenant, qui jouent avec des smartphones. Okay. Au niveau vision, ben on a ça. On a à la fois les casques à 2000, 3000, 10 000 euros
fabriqués pour avoir de la réalité virtuelle, la réalité augmentée devant vos yeux. Et puis on a, il vient de sortir donc un truc à 10 €, c'est ça, ou 10 $, je ne sais plus combien ça vaut, mais ça vaut 3 fois rien, dans lequel vous glissez votre smartphone, et avec à la fois les mouvements gyroscopiques, à la fois tout ça, vous donne une sensation donc d'immersion dans des applications de réalité virtuelle beaucoup plus simplistes, évidemment. Donc, on va être capable d'augmenter nos sens, la vue entre guillemets. Là c'est pas la vue, c'est le toucher. Vous voyez, quelqu'un qui a, quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que vous faites? Et vous allez à tâtons. Vous allez le soir, vous allez chez vous, vous n'avez pas de lumière, le téléphone sonne, n'importe quoi, vous devez y aller, vous avez mémoire l'endroit où vous allez, puis vous allez à tâtons pour savoir où vous vous déplacez. Et bien ça, ce déplacement à tâtons, il est augmenté par la canne de l'aveugle. Mais il est augmenté aussi par les nouvelles cannes, là c'est donc Farsi qui a fait ces cannes avec des ondes, des ondes de captation des objets, et qui va donc donner des vibrations dans la canne en fonction des objets qu'il y a autour. Et donc un aveugle, quelqu'un qui ne regarde pas, avec sa canne, va être capable de choisir l'espace dans lequel les ondes, donc les vibrations, sont le plus grave ou le plus aigu, puisque en fait ça va être aigu quand je suis dans un objet, et grave quand je pars vers quelque chose qui est libre. Et donc quelqu'un va être capable de bouger avec sa canne de façon quasiment autonome. Il montre des vidéos dans lesquelles les gens se déplacent dans des zones de travaux, etc. Dans la rue, c'est absolument impressionnant. Mais ce qui dit pas, ou ce qu'on a... Rappelez-vous les images tout à l'heure, le chirurgien qui est dans le bloc opératoire en fait. Le problème c'est que le chirurgien, comme il est en dehors du bloc opératoire, il n'est plus dedans l'action. Donc on a des chirurgiens qui arrivent, non plus avec des chaussures aseptisées, mais avec leurs chaussures de ville. Donc ils sont capables, enfin j'exagère, c'est un petit peu, ils sont capables de rentrer dans la salle d'opération sans forcément se laver les mains, sans forcément avoir une bonnette, des éléments comme ça, puisqu'ils ne touchent plus le patient. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'ils ne transmettent plus le microbe. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chirurgien ? Pour qui on a inculqué qu'est-ce que c'est qu'un microbe, l'aseptie, faire attention à tout ça, enfin, vous voyez, tous ces éléments, depuis des années, qui tout d'un coup, le moyen technique lui permet de passer au-delà. De même, qu'est-ce que c'est qu'un aveugle? Quelqu'un qui est un aveugle de naissance depuis longtemps, qui a l'habitude d'avoir sa canne pour toucher, et donc qui a l'habitude finalement de dire à chaque fois, vous voyez, la canne elle fait du bruit, elle fait tic-tic-tic comme ça quand elle touche et tout ça. Donc un aveugle, vous l'entendez, vous savez qu'il est aveugle, faites attention à lui. Avec cette nouvelle canne qui est là, il ne fait plus de bruit, puisqu'il reçoit des vibrations dans sa canne. Et donc il est capable de se déplacer sans faire de bruit. Eh bien, certains aveugles ne supportent pas qu'on ne sache pas qu'ils sont aveugles. D'autres aveugles sont pas très contents qu'on ne sache plus qu'ils soient aveugles. Vous voyez, c'est que le statut humain qui est derrière, de l'intelligence qui est derrière, ce qui est fait avec ces trucs-là, avec cette technique, va être complètement différent selon l'histoire et le sens de la personne. Autre point qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle. C'est-à-dire qu'on peut voir avec la langue, je ne sais pas si vous avez vu, c'est les expériences aussi qui ont plus de 20 ans. Vous mettez sur la langue le capteur qui est signalé à droite, là, donc un capteur qui a des micro-pixels, je ne sais pas comment l'appeler, mais des électrodes qui vont être capables d'électrifier un petit peu, et donc de faire une forme à travers les picots électriques qu'il y aura. La langue est très très énervée, donc elle est capable d'avoir des précisions de sensations très très fines. Et donc du coup, prenez un cheveu, mettez-le sur la langue, vous savez exactement où il est. Vous voyez, c'est une précision très forte là. Et donc ce capteur qui est là est relié à une caméra, et on peut voir une situation. Vous voyez, grosso modo, c'est pas très fin, évidemment, les pixels sont pas autant que les pixels d'une image, mais ça permet d'avoir une vision qui est établie à travers. Alors dans tout ça, eh bien, ce que je voudrais qu'on puisse amener sur le débat technique qu'il va y avoir juste après, c'est ce qu'on appelle les facteurs humains. Donc, dans tout système, c'est une école d'ingénieurs ici, donc on est capable effectivement de formater un projet, de donner des cahiers des charges, des fonctionnalités, etc. Il y a évidemment les facteurs que l'on maîtrise, qui sont connus par des forces physiques. Il y a des facteurs complexes, comme par exemple l'acoustique d'une pièce, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui prend en compte plein de facteurs, plein d'éléments. Et puis il y a les facteurs humains, qui sont forcément liés aux gens et aux individus que vous rencontrez, ou que vous êtes vous-même d'ailleurs. Ces éléments ils sont liés à des interprétations, des comportements des gens, voire du libre arbitre, la capacité d'être autonome dans sa décision, et de mimétisme, la capacité d'adopter le comportement de l'autre. Tout ça est mélangé, contradictoire, absolument irrationnel. Donc ces facteurs humains, on va s'en servir dans les systèmes d'ingénierie pour améliorer la performance ou le confort humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, il attend dans le système anthropotechnique, donc le système de l'humain et de la machine, vont être capables normalement d'avoir une certaine réalisation, donc des erreurs, des facilités, d'efficacité, etc. Et tous ces éléments, on va essayer de les améliorer. Alors des exemples, c'est
l'interaction de machine, bien sûr, l'assistance au handicap, on en a parlé un petit peu, le fait de gérer les connaissances ou de pré-traiter les informations, et puis la réalité augmentée se situe bien évidemment dans ce champ. Alors, les pistes à explorer pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, c'est... J'ai volontairement pas donné de définition sur la réalité virtuelle augmentée, je pense que la table ronde après va en amener, et puis même chacun ses petits éléments dessus. En tout cas, c'est une expérience utilisateur. Quelle qu'elle soit, c'est une expérience utilisateur. Il y a toujours quelqu'un pour regarder cette réalité, qu'elle soit augmentée ou virtuelle. Et les conditions dans lesquelles il va l'utiliser sont très différentes. Quand vous êtes au bureau, à la maison, dehors ou en train de vous amuser, vous n'avez pas les mêmes systèmes cognitifs activés. Le cerveau n'est pas dans le même état, si vous voulez. Et donc forcément, votre interprétation va être différente et le sens que vous portez dessus va être différent. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'exploiter toute une série de données d'usage qu'on va avoir, parce que les masses de données, on va en avoir plein, pour obtenir des espèces d'abacs et donc des mesures de ce que fait l'humain dans un système et dans un contexte particulier. Ce qui serait intéressant, et ça c'est un vœu pieux pour l'instant, c'est d'avoir une objectivisation, enfin au moins une espèce de mesure du gain cognitif qu'apportent ces systèmes d'interaction. Parce que là, pour l'instant, personne n'a jamais dit qu'un ordinateur était quelque chose de performant ou de mieux. Bon, je suis enseignant, je suis sensible aux choses d'éducation, si vous voulez. Mais le nombre de raccourcis qu'on fait entre l'innovation pédagogique et l'utilisation des moyens techniques et numériques dans l'éducation, c'est souvent, vous voyez des thèmes marqués innovation numérique, et puis vous faites que de l'innovation pédagogique, et vous ne faites que de numérique dedans. Mais l'innovation pédagogique, ça peut être aussi prendre votre groupe d'étudiants, les amener justement sur le tram et leur montrer comment est-ce qu'ils tirent un ticket de tram pour voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'en groupe ils situent, discuter quelque chose, aller sur le terrain. C'est l'innovation pédagogique. D'accord ? Donc, limiter l'innovation au numérique, c'est quelque chose qui est un raccourci qu'on utilise tous, et pourtant, le gain cognitif n'a jamais été prouvé. Donc, pour vous situer un peu l'équipe de recherche dans laquelle je suis, donc cette équipe cognitique à Bordeaux, nos deux créneaux, c'est placer l'humain dans les systèmes de systèmes. Donc, on fabrique, c'est un laboratoire dans lequel je suis qui fabrique des composants au système de système, et donc nous on est sur l'humain dans ces systèmes-là. Et surtout, ce que j'essaye de développer, moi, à chaque fois que je rencontre des gens au niveau des sciences humaines, c'est quelle est la part des sciences humaines dans ces systèmes anthropotechniques. Les gens, les chercheurs en sciences humaines sont trop souvent sur la frontière de ces éléments. Ils n'osent pas trop aller dedans parce qu'ils ont l'impression que comme ils ne maîtrisent pas la technique, leur voix ne vaut pas. Mais moi je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, comme ils maîtrisent bien l'humain, il faut les écouter un peu. Voilà. Je vous remercie.